Donc, Gérald. Gérald Gaudet est l'illustration par excellence, ce que le XVIIe siècle appelait un honnête homme, mais sans le côté mondain. Ce qui revient à dire que Gérald Gaudet est un homme à la sensibilité délicate et curieuse. Une âme généreuse et attentive. Ou si vous préférez, un homme distingué dans le côté le plus positif et sobre du terme. Car s'il sait écouter, c'est pour mieux poser les bonnes questions. Il a cette générosité de se mettre en retrait pour faire briller son interlocuteur. Sans cesse à l'affût, il se donne en entier à sa quête. Pour avoir travaillé plusieurs années avec lui, à la revue Estuaire, je sais ce dont je parle. Gérald Gaudet est un être exquis qui sait manier les mots avec dextérité. Il est une magnifique illustration de ce qu'est la culture. Gérald est dans la lignée de Jean Royer, qui l'admirait pour sa générosité à parler de la poésie québécoise. Ainsi, Gérald a publié de nombreux essais où il donne la parole à des poètes québécois qu'il a interviewés au cours de sa carrière. Et d'ailleurs, plusieurs membres de cette illustre académie ont eu un rapport avec Gérald. Par exemple, dans son avant-propos pour son dernier ouvrage intitulé « Parlons de nuit, de fureur et de poésie », publié en 2021 chez Nota Bene, qui est une série d'entretiens sur la lecture et la création littéraire. Il cite Nicole Brossard qui lui aurait dit ceci: « Il faut protéger les circuits du cœur et de l'intelligence qui nourrissent la folie du non réel en nous. La littérature en dépend tout autant que notre plaisir d'exister. » Il en a fait sa devise et son travail l'illustre avec brio. J'ai souvent été interviewé par mon cher Gérald, et à chaque fois, la magie était là. Son écoute est attentive et il a ce don d'aller au fond des choses, de nous permettre de spécifier notre démarche littéraire, car il a la passion, comme il le dit lui-même, toujours curieux de participer à la construction d'une œuvre littéraire vivante. Je suis allé à la rencontre d'auteurs et d'autrices qui m'apparaissent incontournables de ce point de vue. Et j'ai voulu comprendre le sens de telles habitations du monde et du langage. Et depuis plus de 40 ans, Gérald arpente le paysage littéraire québécois. Il est devenu une source de référence pour bien comprendre les œuvres de beaucoup d'écrivains et d'écrivaines. Gérald a une haute estime de cette littérature, et je le cite à nouveau. Une littérature se fait, les regards se posent sur elle, et à travers ce qu'elle offre comme possibilité de parler de la beauté. Elle peut rivaliser avec les autres domaines du savoir, se faire totalisante et constituer, à n'en pas douter, selon un beau mot de France Théoret, la science exacte d'être. Gérald se définit comme un passeur.
il est soucieux dans ses engagements de favoriser la rencontre des générations, des sexes, des gens de régions différentes, des écrivains et écrivaines connus, d'autres qui le sont moins. Et comme prof, il a toujours favorisé la fréquentation des œuvres des auteurs du passé, mais aussi du présent. Alors, il est le co-auteur du dictionnaire des écrivains de la Mauricie. Gérald a toujours gardé cette constance, cette ferveur à faire connaître les écrivains d'ici. Il prépare un 3e recueil d'entretiens qui réunira poètes, essayistes, dramaturges, romanciers et romancières. Loin d'être à la retraite, il se tourne encore et toujours vers la littérature et ceux et celles qui la font pour affirmer leur nécessaire présence dans nos vies. On peut dire qu'il tient à garder vivante la littérature québécoise. Et c'est un ami et c'est le privilège que j'ai ce soir de l'introniser à l'Académie des lettres du Québec. Monsieur Gérald Gaudet. Merci beaucoup, Jean-Paul. Émile Martel, président de l'Académie des lettres du Québec. Jean-Paul Daou, cher ami. Bernard Andrès, nouvel académicien. Mesdames et messieurs, collègues de l'Académie. Chers parents, amis, invités, Maxime, Geneviève. Me voici devant vous aujourd'hui sous les projecteurs, moi qui ai le plus souvent travaillé dans l'ombre, comme lecteur, comme enseignant et comme écrivain. Et cela, même s'il m'a été donné d'être coordonnateur de mon département, directeur de la revue de poésie Estuaire, président de la Société des écrivains de la Mauricie ou président de la PAFC, ce regroupement des professionnels de l'enseignement, de la langue et de la littérature du collégial. Être dans l'ombre, c'est une position que connaissent bien les veilleurs. On se retrouve en retrait, sur le bord entre deux mondes, pour ainsi dire, à chercher des signes, écouter les rumeurs du monde, lire en fait les mouvements chargés de sens. Pour moi, qui depuis toujours tente de contribuer à la création d'une histoire littéraire vivante, selon une belle expression de Gaston Miron, entre autres, avec les entretiens que je mène depuis près de 40 ans, avec les écrivains et écrivaines, à la suite de ce grand devancier qu'a été pour moi Jean Royer, qui m'a pour ainsi dire indiqué la voie, mais aussi par mon implication auprès de différents groupes chargés de défendre la littérature. Vous m'accueillez aujourd'hui à l'Académie des lettres du Québec. À vrai dire, je m'y trouvais déjà un peu chez moi, tout au bord, sur le seuil, pour ainsi dire, à l'ombre, encore une fois, puisque je connais, lis et admire la plupart de ceux et celles qui la composent, que j'en ai interviewé plus de la moitié dans l'entretien, que plusieurs, à force d'avoir été croisés depuis presque 40 ans dans les événements relatifs à la poésie principalement, sont devenus des amis précieux, précieuses. Je rejoins donc, en étant ainsi accueilli, des auteurs qui m'ont fait confiance et ont toujours voulu jouer le jeu en acceptant les invitations que je leur lançais pour un colloque, un entretien, une rencontre d'écrivains. Aujourd'hui, l'invitation change de camp, c'est vous qui me l'adressez. Cet accueil que vous me faites est tout de même venu au moment où je ne m'y en attendais pas. Je ne l'avais ni cherché, ni surtout espéré. Je fus donc très étonné quand Jean-Paul Daou m'a dit souhaiter présenter ma candidature. C'était un geste d'amitié vrai, de reconnaissance pour celle que nous avions développée au cours des années depuis notre travail à la revue de poésie Estuaire, alors que j'en étais le directeur, un geste d'appréciation, j'ose espérer, pour tout le travail qu'il m'a vu mener en littérature dans les journaux, revues, livres, événements, ce dont il a témoigné brillamment et chaleureusement tantôt. Le geste de celui qui se souvient, qui n'a pas perdu la mémoire, et en m'élisant, vous avez joint votre voix à celle de Jean-Paul. Je vous remercie bien sincèrement et j'apporterai tout ce que je peux pour que l'Académie des lettres puisse remplir pleinement sa mission dans notre société. La reconnaissance est si rare de nos jours.
Reconnaître, nous dit le dictionnaire, c'est se souvenir de ce que l'on a perdu de vue, qui semblait s'être égaré dans quelques recoins sombres de la mémoire individuelle ou collective. Reconnaître, c'est aussi identifier ce qui fait signe, distinguer donc une voix, un timbre, un nom, une signature. Reconnaître, nous dit encore le dictionnaire, c'est admettre, tenir pour vrai. Ce qui est jugé significatif, c'est constater, découvrir, éclaircir. Quand je note tous ces mots, tous les sens de ce simple mot « reconnaître » et que je pense à cette marque de reconnaissance que vous me manifestez aujourd'hui, je suis pris de vertige et je me dis comme Fabrice Lucchini, « c'est énorme ». Comment recevoir tant de gratitude? Comment prendre moi-même conscience de tout ce que cela représente? Être reconnu élève, nous met à une certaine hauteur, mais à une hauteur que par pudeur ou par humilité, par lucidité surtout, on ne perçoit pas, du moins jusque-là. Cet accueil fait écho à un autre tout aussi fondamental, tout aussi fondateur, Jean-Paul en a parlé tantôt, celui qui m'a fait rencontrer Jean Royer, comme poète, journaliste et intervieweur littéraire. J'aimais chez lui ce regard sensible à la langue juste, faite de nuances, de tendresse et de lumière qu'il m'a toujours semblé retrouver dans chacune de ses occupations du langage, tout à la fois tourné vers lui-même, les autres et la littérature. J'aimais l'homme que je lisais, j'ai aimé l'homme que j'ai connu. Il m'a présenté les poètes qu'il côtoyait, entre autres Paul-Marie Lapointe, Roland Giguère, Claude Beausoleil, Gaston Miron. Il m'a vite invité à faire partie du comité de rédaction de la revue Estuaire en sachant que même s'il ne me connaissait pas beaucoup, il avait confiance en moi et me voyait comme directeur. C'est là qu'avec Jean-Paul Daou, Élise Turcotte et Anne-Marie Alonso, j'ai pu découvrir tout un monde qui ne m'apparaissait que dans les livres ou les entretiens qu'il menait lui-même. Je n'ai jamais perdu de vue cet idéal que nous avions alors et que je défends aujourd'hui à la revue Les Écrits, permettre, et Micheline sera d'accord pour dire que je le répète sans cesse, et je le répète encore tantôt, permettre la cohabitation des styles, des genres, des générations, des sexes, des sexualités, le ou la plus jeune, souvent inconnue, pouvait côtoyer le ou la poète plus confirmé. Ce rêve d'inclusion, je ne l'ai jamais perdu de vue. Aujourd'hui, alors que je propose à la lecture aux éditions Nota Bene des recueils d'entretien avec des essayistes d'abord, sous le titre « Écrire, aimer, penser », puis avec des poètes, Jean-Paul en a parlé, parlons de nuit, de fureur et de poésie, et que je participe au comité de rédaction de la revue Les Écrits, que vous connaissez bien à l'Académie, puisque quoique indépendante, elle vous est associée de façon privilégiée, ne serait-ce que par l'histoire qui est la sienne. Je tiens à cet idéal d'inclusion. C'est bien un des écrivains de mes admirations, Victor Lévy-Beaulieu, qui m'avait tracé la route. Lui, l'homme de la démesure, l'écrivain capable de toutes les outrances et de toutes les beautés. Lui, l'écrivain de la fureur, lui, le génie de la curiosité, avait dit un jour, ce ne pouvait être que lui qui le dise. Ce qui importe pour un écrivain, c'est d'avoir un projet si vaste qu'il devient impossible de le perdre de vue. Je n'accepte pas que le monde soit petit, étroit, restreint. Je veux de la hauteur, de l'immensité. Et les écrivaines et les écrivains que je rencontre dans l'entretien agrandissent le monde, le rendent plus humain, en le pensant, en le décrivant et en l'imaginant. Je ne pourrai jamais renoncer au bonheur de les retrouver dans l'intimité de la rencontre. Il y aura donc d'autres livres d'entretien. Du plus loin que je me souvienne, je me suis posé des questions. Je me suis demandé pourquoi et comment. Je me le demande encore aujourd'hui. Pourquoi les choses sont-elles comme ceci, non comme cela? Pourquoi et comment les sociétés fonctionnent-elles? Qu'en est-il des mouvements du désir, des changements de mentalité, des pentes de nos rêveries les plus intimes, des soubresauts de l'histoire et de la conscience, des deuils de la transcendance, des reculs de la démocratie, même chez nos voisins du Sud? Qu'en est-il du choc des civilisations? Dans Mythes et sociétés des Amériques, que vous avez dirigé avec Gérard Bouchard, Bernard Andrès, vous partagez cette préoccupation.
puisque, comme vous l'écriviez dans votre préface, et comme le titre d'ailleurs le dit, en archiviste que vous êtes et en archéologue que vous êtes, vous vouliez situer la société québécoise dans son américanité sans pour autant, écriviez-vous, négliger ses continuités et proximités européennes, en particulier françaises. Et pour ce faire, vous vous êtes, vous, intéressé au mythe. Vous conceviez le mythe comme un mode symbolique d'appréhension du réel qui permet à une collectivité de justifier son parcours en lui imputant une origine et une destination, voire une destinée continentale. J'aime cette hauteur de vue que vous avez. Il y a plusieurs années, alors que j'étais président de la PEFC, j'étais obsédé par une question qui avait donné lieu à plusieurs colloques. Cette question, peut-on parler de la littérature québécoise autrement? Elle en laissait entendre une autre. Peut-on sortir de cette question identitaire qui avait marqué la société québécoise et surdéterminer les études qu'on faisait de sa littérature? On parlait de dépossession, d'un sentiment d'étrangeté, d'un âge de la parole, d'une volonté de fonder le territoire. Aujourd'hui, alors que sous la pression des femmes, des transfuges de classe, des mouvances queer, des peuples autochtones, des populations migrantes, entre autres, nous remettons de plus en plus en question le grand récit national, donc nos mythes fondateurs, nous nous rendons bien compte, notamment avec l'invention du Nouveau Monde de Pierre Neveu, avec Nicolas Dawson dans Désormais ma demeure et d'Ali Giroux dans L'œil du maître, qu'il y a des mouvements de notre imaginaire collectif que nous avons refoulés, qu'il nous faudrait prendre en charge et secouer pour qu'ils puissent davantage nous informer sur ce que nous n'avons su ou pu voir. Ces recherches et ces pensées qui s'agitent et remettent en cause nos repères me semblent absolument stimulantes. Et je suis persuadé que les écrivains et les écrivaines, quelle que soit leur pratique d'écriture, y contribuent déjà largement en ces temps qu'on veut post-québécois ou même post-coloniaux. Et c'est pourquoi je ne me lasserai jamais de les rencontrer dans l'entretien pour cette histoire littéraire vivante qu'il m'importe de proposer l'attention de tout lecteur et toute lectrice qui veut saisir les mutations de la sensibilité et des imaginaires. Octavio Paz, dans Le labyrinthe de la solitude, notamment, avait perçu lui aussi dans le Mexique contemporain les mythes toujours agissants de ce qu'il appelait un autre Mexique. Cet autre Mexique, selon ses mots, serait un complexe d'attitudes et de structures inconscientes qui, loin d'être les survivances d'un monde éteint, sont des éléments vivants constitutifs de notre culture contemporaine. Cet autre Mexique, submergé et refoulé, plus ou moins précis, renverrait, encore une fois dans les mots d'Octavio Paz, à cette réalité que forment les croyances, fragments de croyances, images et concepts que l'histoire dépose dans le sous-sol de la psyché sociale. Il y a la psyché sociale, il y a la psyché individuelle. Me faisant aujourd'hui le lecteur de ma propre vie avec les livres, puisque la circonstance m'y invite, je comprends pourquoi j'ai toujours été attiré par l'essai littéraire, plus particulièrement. C'est là que se trouverait de façon privilégiée l'âme littéraire, selon une expression d'Étienne Beaulieu, qui a signé avec cet ouvrage un livre qui a été déterminant pour moi. Il y aurait pour moi aussi une réalité que formeraient les croyances, fragments de croyances, images et concepts que ma propre histoire aurait déposés dans le sous-sol de ma psyché. C'est dans ce sous-sol que je serais non seulement à la recherche de l'âme littéraire, mais de la mienne propre, puisque c'est là que s'énonceraient le mieux mes raisons de vivre et d'aimer la vie avec les livres et avec ceux et celles qui les écrivent. Certains moments me sont revenus à la mémoire pendant que je préparais ces quelques mots pour vous. Ce sont de véritables sons de choses qui me rappellent l'homme de langage que je suis devenu et qu'il m'a fallu apprendre à devenir en s'essayant avec la poésie, l'essai, l'entretien et en me tenant comme un homme de l'ombre, un peu en retrait pour mieux m'imprégner de ce qui se donnait à comprendre. Je pense à ma fille Geneviève, plus si petite que ça, alors qu'elle avait peut-être 10 ans, et qui découvre sur mon bureau le poème « Clair de lune intellectuelle » de Nelly Gant, qu'elle trouve très beau, qu'elle voudra apprendre par cœur, qui lui servira de comptine plusieurs soirs à l'heure du coucher. Chaque soir, avant d'aller dormir, elle lira Le Vaisseau d'or, me le fera comprendre avec ses mots et ses références d'enfant, bien mieux que plusieurs de mes étudiants du cégep, avant d'arriver au poème de départ « Clair de lune intellectuelle ». Nous étions tous les deux dans un espace de tendresse et de recueillement, tout juste avant la nuit.
Nous habitions tous les deux une profondeur et nous étions à l'ombre, un peu en retrait. Nous nous disions, ma pensée couleur de lune d'or lointaine, du fond de quelques cryptes aux vagues profondeurs, à l'éclair parfois des subtiles verdeurs d'un golfe où le soleil abaisse ses antennes. Je pense aussi à ma petite fille, plus si petite que ça, elle non plus, au prénom prédestiné, Maximum, au moment où elle apprenait à devenir cette jeune femme de langage qu'elle est devenue. Un jour, alors qu'elle avait peut-être 3 ans et que je voulais lui faire la surprise de ma venue, je m'étais présenté dans son parc de jeux qui bordait l'appartement où elle vivait avec sa mère. Son ami Ludovic était présent. Quand elle m'a aperçu, elle est devenue folle de joie, ne savait plus comment me présenter à son petit copain. Les mots se bousculaient dans sa bouche. Elle disait « C'est mon papou, c'est mon papi, c'est mon papi, c'est mon grand-papa. » Alors, c'était magnifique. Elle est venue me prendre par le cou. Quel accueil! Les mots qui s'embrouillaient, formant une espèce de magma informe, plein de fougue et d'enthousiasme, semblable au chaos primordial, ne pouvaient déboucher que sur un grand geste d'amour. Et déjà, elle donnait à penser que les mots d'affection pouvaient avoir des variables. Une autre fois, alors qu'elle avait sans doute au moins 6 ans et qu'elle apprenait à lire, elle effectuait ses exercices très patiemment et très méticuleusement, qui se déroulaient toujours de la même façon. Elle disait par exemple « tomate » en prononçant bien nettement les syllabes avant de reconnaître la réalité à laquelle elle renvoyait. Je la revois dire « to, ma, te » et s'exclamait « Ah, c'est tomate ». Je l'entends dire « aujourd'hui » et s'exclamait encore en disant « aujourd'hui, ah, c'est aujourd'hui ». Elle répétait l'exercice avec les mots éléphant, peut-être, ou concombre, ou je ne sais trop. Il y a au bout du mot, au bout de la phrase, entendu, lu, reconnu un émerveillement après les turbulences qui se sont apparées de la gorge, du souffle et de la voix. Ma toute petite, plus si petite que ça, me donnait une grande leçon de beauté. C'était pour elle et pour moi qui s'émerveillait de la voir s'exécuter ainsi dans la joie de l'émerveillement, une façon de vivre les liens entre les mots et les choses. Il faudrait pouvoir tout dire, avait écrit un jour Victor Lévy-Beaulieu. Je reprends. Il faudrait pouvoir tout lire. Tout lire, me dis-je depuis toujours. Tout lire, tout savoir, tout comprendre. Le monde est un appel et une promesse, écrivait Pascal Bruckner dans Le Bon Fils. Il y a partout, précisait-il, des êtres remarquables, des chefs-d'œuvre à découvrir. Il y a trop à désirer, trop à apprendre et beaucoup de pages à écrire. Tant qu'on crée, tant qu'on aime, on demeure vivant. Ces mots, je n'avais pas besoin de les lire chez Pascal Bruckner. Mes petites me les donnaient. Je les ai toujours fait miens. J'ai toujours cherché à saisir le monde dans lequel je vivais, qui me dépasse et m'échappe et qui souvent me désespère. Je n'ai pas fini de chercher en lisant et en écrivant et en tenant aux entretiens avec des écrivains et des écrivaines qui me paraissent déterminants. Je voulais tout savoir sur des raisons, surtout des raisons d'aimer, même ce qui a pris ma mort pouvait ne pas l'être. S'émerveiller. S'émerveiller est un art et une chance. Dans le mot « émerveiller », on peut entendre « veille »,« éveil »,« émère » ou « mère ». Écrire, lire, étudier pour apprendre le monde, c'est un art qui met en éveil, qui fait de soi des veilleurs à partir d'une origine qui nous précède, qui pourrait se confondre avec la nuit des temps, ou qui nous mène vers la mer, l'océan, c'est-à-dire vers l'infini, l'inconnu, l'immensité, et qui nous concerne. Le geste de s'émerveiller est un geste d'ouverture à l'autre, au monde et au langage. Celui d'admirer nous tire vers le haut. J'aime l'imaginer comme une disposition non seulement mentale, spirituelle et affective, mais également une disposition physique. Quand on est en admiration, on se surprend à voir son corps se dresser, ou plus justement se redresser. Le corps est bien droit, la tête se lève. On se sent aspiré vers ce qui nous dépasse. Se redresser, se tenir debout, garder la tête haute, on connaît la puissance de suggestion de ces postures auxquelles on pourrait associer une autre expression, se tenir debout. Résister donc, affirmer une dynamique combative prête à s'opposer à ce qui veut nier sa volonté d'être beaucoup et d'être tout entier.
Derrière cette posture, on devine sans peine une philosophie d'être, une éthique même d'exister, en tout cas une impulsion fondamentale, une force orientante, une charge d'énergie qui dit un effet de la sensibilité à ce qui élève et agrandit. On devine surtout une volonté d'exister et d'exister tout entier, imprégné de la puissance irradiante et enthousiasmante qui s'est manifestée devant soi dans toute sa splendeur. Pour vivre, il faut correspondre, écrivait Sylvain Trudel dans Le souffle de l'harmattan. Pour exister vraiment, il faut que les êtres et les choses soient reliés. Pour être au monde, il faut échanger avec ce qui n'est pas soi et qui est absent. Pour se sentir une présence intégrante, il faut pouvoir, comme dans la correspondance, comme dans la lecture, comme dans tous nos apprentissages, comme dans les lettres que l'on échange ou que l'on échangeait, la correspondance est un art presque disparu, avec quelqu'un d'absent mais très présent pour soi et en soi. Correspondre, c'est voyager. Les livres, les mots, les rencontres nous font voyager. Tout livre, tout mot, toute rencontre est une invitation au voyage. Les métaphores aussi. Quand on est en Grèce, on se surprend à lire Métaphora sur le camion de transport. Pour se déplacer donc d'un lieu à un autre, on prend une métaphore. On déplace des marchandises comme on déplace du sens. Certains se méfient de la métaphore, pas moi. J'y tiens. C'est elle qui nous fait entrer dans la chair des mots et du monde et nous met en contact avec ce qui existe là-bas, au-dessus, en dessous, ailleurs, en nous et hors de nous. Il y a des préférences intérieures, des centres de gravité, d'intimes aspirations. Bachelard, mon vieux maître, ce grand amoureux des mots et de la poésie, disait des images qu'elles ne sont pas tant ce qu'elles sont que ce qu'elles deviennent. C'est bien avec lui que j'ai appris qu'il y a de l'intelligence de son contact premier que l'on peut avoir avec le monde, que c'est dans l'imagination, avec l'intelligence qui vient d'elle et les mots qu'elle génère, que le langage construit sa propre surprise et se prend au jeu de ses questions. Le monde n'est jamais aussi sensible, charnel que lorsqu'il se met en image. Et lire pour moi, ce sera toujours tenter de saisir cette puissance d'imaginer que supporte un projet d'écriture et d'existence à l'intérieur d'une œuvre. J'aime ce qu'en dit Hector Bianciotti dans le Traité des saisons. On peut lire « Il est possible que nous portions en nous occulte, enterrée, certaines métaphores primordiales et que toute quête verbale n'ait d'autre but que de déchiffrer ces images antérieures, failles dans l'obscurité insondable, astres morts de nos intimes cosmogonies, dont la lumière illusoire n'est que le souvenir confus de la lumière, d'une autre lumière. » J'ai voulu étudier et j'ai voulu enseigner, j'ai voulu comprendre et j'ai beaucoup lu. Bachelard, Eliade, Freud, Kristeva, Lipovetsky, Scarpetta, Octavio Paz, Jean-Pierre Vernant, Shakespeare, Hélène Ouvrard, Pascal Quignard, Marguerite Duras, Mathieu Riboulet, Saint-Denis Garneau, Anne Hébert, et Martine, et Denise, et Louise, et Jonathan, et Paul Chanel, et tous les autres. Et vous, Jacques Allard aussi. Les religieuses qui m'enseignaient à la petite école me semblaient appartenir à un monde à part. Je comprenais, mais est-ce que je comprenais vraiment? Je comprenais, certains instincts me disent aujourd'hui que c'était en étudiant, en y allant le plus loin possible dans mes études, que je pourrais sortir de chez moi et agrandir mon univers que je jugeais trop restreint, trop silencieux surtout. Me fallait-il devenir un espion de Dieu, selon une belle formule d'Anderroy prise chez Shakespeare, expression que sœur Angèle de l'Assomption ou Claire du Divin Cœur n'aurait pas appréciée. Elle l'aurait trouvée scandaleuse et impie. L'immense poète avait bien raison d'écrire, j'ai toujours retenu cette phrase, je rappelle que Dieu a déjà existé, mais qu'il a depuis quelque temps disparu, s'étant peu préoccupé de nous. Le Dieu de la famille avait beaucoup à faire et n'avait pas le temps de s'occuper de nous. Il fallait trouver d'autres moyens de prendre de cette ferveur de vivre et de notre grande capacité d'aimer. Les dieux de mon enfance ne répondant pas aux questions ou n'y répondaient pas, surtout de façon crédible, malgré la bonté de leurs gestes simples, la force de leur caractère et leur énergie de bâtisseur, je devais chercher ailleurs. Je ne connaissais pas le monde et je voulais découvrir le monde. Il m'a fallu attendre. On ne me le montrait pas. Je devais aller voir. J'allais devoir le découvrir par moi-même. Je sentais bien qu'il y avait, au-delà des limites connues de mon coin d'horizon, un univers qui m'était inaccessible, même interdit, et qui ne pouvait que m'apporter ce à quoi j'aspirais, sans savoir exactement ce que je cherchais.
En arrière de la maison de mon enfance, il y avait une immense forêt et il y avait ce qu'on aimait appeler affectueusement, mes amis et moi, un petit ruisseau. C'est là que nous connaissions la joie de jouer, le paradis des libertés à l'abri du regard des parents. C'est là, osais-je croire aujourd'hui, que sans m'en apercevoir, j'allais vivre mes premiers moyens de poésie, de poète, et pressentir le cadre dans lequel j'allais fonder la suite de mon existence. Nous nous bâtissions, mes amis et moi, en marge, à côté, loin d'eux, un espace à nous. Du ruisseau, j'allais bientôt rejoindre la rivière, puis l'océan, et enfin l'océan des mots. Et bientôt, la forêt des cygnes, selon une belle formule de France Théoret. Je m'arrête. J'étais en train d'oublier que je suis un homme de l'ombre. Pas toujours, sans doute, avec toujours dans l'âme un petit ruisseau, une petite lumière, et cet irréel intact dans un réel dévasté, évoqué par René Char, et ces leçons de choses que de jeunes femmes m'ont données. L'art de sauter au-delà de soi-même est partout l'acte le plus haut, écrivait Nietzsche. Il est le point d'origine de la vie, la genèse de la vie. Je retiens de lui aussi ce qu'il disait de Montaigne, du fait qu'un tel homme a écrit le plaisir sur cette terre a été augmenté. Du fait qu'un tel homme a écrit le plaisir sur cette terre a augmenté. Écrire, je ne veux pas que ça s'arrête. Je ne veux pas que ce plaisir s'arrête. Je veux agrandir toujours mon plaisir de vivre, de continuer. À l'ombre, je suis bien chez moi. Le monde est si vaste.